licenciement d'entreprise de qualité. Alors, ceci est notre troisième vidéo sur V4. OK? Donc aujourd'hui, on fait moins 8% ici. Donc j'ai reçu une nouvelle comme quoi, OK, est-ce que tu peux regarder l'entreprise à nouveau, etc. Donc, on va essayer de voir s'il y a de nouvelles informations ici. Parce que je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire la dernière fois, d'accord, sur la vidéo du 14 du mois d'août 2022 ici. J'ai essayé de faire le maximum. Déjà, j'ai essayé de me rattraper par rapport à l'erreur que j'avais effectuée sur la première vidéo de V4. Je pense que c'était au mois de mars tantôt, où j'étais trop entreprenant sur les marges, sur les multiples de l'entreprise ici. Donc, j'avais pris ici, j'avais favorisé des multiples de 20 fois les bénéfices, alors que nous avons une entreprise ici qui est cyclique de nature et qui est très liée au secteur de la construction. Donc, ici, normalement, c'est le genre de secteur qui ne s'échange pas à plus de 15 fois les bénéfices. Donc, j'aurais dû prendre cette partie-ci, aux alentours des 30 euros par là, ok, dans un environnement normal, positif, ok, avec une dette de 1,4 milliard ici. Donc, ça, c'était au mois de mars. Donc, ici, sur la vidéo du mois d'août ici, on planchait plus sur une valorisation qui était aux alentours des 20 euros l'action. OK. Pourquoi cette baisse également? Vous pouvez constater que le niveau d'endettement a été ajusté ici. Donc, on avait un tout petit peu plus de dette ici. Et on avait ajusté le niveau de PE de marge ici. Enfin, on avait pris 5,5% de marge. Bref, dans tous les cas de figure, moi, je disais ceci. Si on prend en considération la dette, cette entreprise-ci, la valorisation va se retrouver autour des 23 à 24 euros l'action. OK? Si on ne prend pas en considération la dette, on pourrait aller à 40 euros l'action juste en prenant 10 fois les bénéfices. OK? Parce qu'on sera à 183 millions multiplié par 10, ça fait 1 milliard 830 divisé par le nombre d'actions. Ça vous donne quelque chose comme 40 dollars par là. Je pense bien. Donnez-moi juste. Oui, ça donne quelque chose comme 41 euros, ok, si on ne prend pas en considération la dette. Mais nous, on prend toujours en considération la dette parce qu'on n'aimerait pas se faire surprendre, ok. Donc, si je prends en considération la dette présentement, déjà à 10 fois les bénéfices, si l'entreprise n'est pas une entreprise bancaire, je ne prends pas en considération la dette. OK? Donc, si une entreprise présentement s'est négociée généralement à 10 fois les bénéfices et que ce n'est pas une entreprise qui exerce dans le secteur financier, je ne prendrai pas en considération la dette parce que généralement 10 fois les bénéfices, je pense que c'est déjà assez bas. Mettre encore la dette au-dessus, si vous rajoutez le niveau d'endettement, c'est pas que ce n'est pas conseillé de le faire. Mais si vous l'ajoutez généralement, vous allez vous retrouver à quelque chose de négatif parce que je ne connais aucune entreprise qui n'a pas de dette. D'accord? Donc, on y va ici. Alors, pour V4 en date d'aujourd'hui, je vais lire ce document-ci, d'accord? Je vais dire, déjà, on va savoir pourquoi est-ce que le prix de l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on paie 8% en une journée. Et déjà, pour vous dire que ce n'est pas très important de savoir que l'entreprise a baissé de 10% en une journée, d'accord? Attendons les rapports financiers. Et il me semble que les rapports financiers ne soient pas encore sortis, mais on va lire ça ici, ok? So, le cimentier voit ses marges plombées par l'envolée des prix de l'électricité en Europe, mais aussi par la montée en puissance qui n'est que progressive du nouveau four de l'usine américaine de Ragland. Les objectifs d'excédent brut d'exploitation ne seront pas tenus. Ok, donc je pense que voilà l'ensemble des informations qui nous amènent à faire moins 8% en une journée ici. Premièrement, le coût de l'énergie, ce qui n'est pas surprenant du tout. C'est une entreprise à forte intensité capitalistique, donc elle a besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est quelque chose qui est déjà mentionné sur les rapports financiers sur le document d'enregistrement universel de 2021. Vous pouvez lire ceci sur la partie des risques de sensibilité aux fournitures et coûts énergétiques. Donc je fais juste ça ici, on va juste zoomer. OK, est-ce qu'il va nous permettre de le faire? Voilà, OK. Donc, les activités de production du groupe et en particulier l'activité cimentière consomment une grande quantité d'énergie thermique et électrique qui représente une part importante des charges opérationnelles. Environ 30% des coûts de revient dans l'activité ciment. On se limite juste là. Si on lit nos rapports financiers avant même que l'année, enfin, au mois de janvier ou bien au mois de mars 2022, on sait déjà que le coût de l'énergie ici a un impact négatif sur l'entreprise. D'accord? Le coût de l'énergie. Et également, le secteur de la construction a un impact, que ce soit positif ou négatif, sur cette entreprise-ci. L'augmentation également des taux d'intérêt a un impact positif ou négatif. L'augmentation a un impact négatif. La diminution a un impact positif. Donc, tous ces éléments-là sont déjà mentionnés sur les rapports financiers. Regardez. Risques liés au marché de la construction. Je vous ai dit que cette partie-ci est importante.
La partie qui parle des risques est très importante. So, généralement, comparer cette partie-là avec un compétiteur également, parce que certaines entreprises voilà, pensent parfois, cachent certaines informations. Donc, si un concurrent vous dit que le secteur de la construction est important pour nous et que vous avez l'entreprise dans laquelle vous avez investi qui ne parle même pas du secteur de la construction, il faut vous poser des questions. OK? So, il faut vraiment comparer les deux. Donc, on sait que le secteur de la construction a un impact négatif ici. Qui parle de construction parle également de taux d'intérêt. Okay? Donc, ce sont des informations, nous sommes parfaitement au courant en date d'aujourd'hui. Donc, à l'heure actuelle, l'entreprise doit avoir la capacité de souffrir. Okay? On a parlé longuement la dernière fois de la dette, du dividende, du tangible book value, etc. Je ne vais pas y revenir parce que ici, je ne vais pas faire la mise à jour de la valorisation de cette compagnie ici parce que je ne pense pas qu'on ait des éléments nécessaires qui nous poussent à revaloriser cette compagnie ici. Je pense que nous, on est là pour le long terme et non pour le court terme. Les éléments qu'on avait pris en considération ici prenaient déjà on incluait déjà le fait que la période actuelle soit assez difficile. OK? Donc, on continue ici. Donc, c'est l'une des grosses déceptions de ce mercredi à la Bourse de Paris. Le titre du cimentier Vicat plonge de 10% pour revenir vers 20 euros, soit une chute de plus de 40% depuis le début de l'année. Bon, déception, ça dépend. Hein? Donc, il ne faut vraiment pas voir les choses dans ce sens-là. OK? Donc, si l'industriel ne doit publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre que le 7 novembre prochain, il alerte d'ores et déjà sur la marche de ses affaires, affectées notamment par la hausse très brutale des coûts de l'électricité en Europe. Donc, ici, on n'a pas les résultats financiers. D'accord? C'est une note, on vous annonce déjà que ça ne sera pas très bon. Donc ça, c'est une annonce. Vous voyez que les entreprises le font très souvent ici. On a eu la même chose avec AMD. AMD, c'est dans une certaine mesure, on vous annonce que les guidance vont être coupés. Je pense également que c'était ici la même chose. Donc, on aura des résultats ici le 7 du mois de novembre. On ira voir à quoi ça ressemble ici. Mais en date d'aujourd'hui, on n'a pas les résultats financiers, d'accord? Ceci n'est qu'une publication ici en préliminaire des résultats financiers, juste pour annoncer qu'ils ne seront pas bons. Okay? Vous voyez ici que l'impact de la hausse du coût de l'énergie sur cette entreprise ici sera très prononcé sur le troisième trimestre. En cause, également, la montée en puissance qui n'est que progressive du nouveau four de l'usine de Ragland en Alabama. Démarré en 2019, sa construction ne s'est achevée qu'au cours du deuxième trimestre de cette année avec une mise en route durant cette dernière période de juillet à septembre. Donc, la mise en route arrive à un moment assez compliqué parce que je ne pense pas que cette usine-là va pouvoir fonctionner à pleine capacité, du moins sur les 12 à 18 prochains mois. Mais encore une fois, ça, c'est la perception que j'ai ici aujourd'hui. Sur les marchés, il faut rester humble. Okay? Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Personne n'aurait pu prévoir qu'en période de Covid, que la consommation allait augmenter. Tout le monde planchait sur une diminution. Mais bon, il faut également voir que les gouvernements américains ont bien aidé en donnant de l'argent presque gratuitement à toute la population. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a ce genre d'inflation-ci. Mais déjà, l'inflation était déjà là. Si vous regardez à peu près je pense que comment on appelle encore ça? Le bilan comptable de la Fed, ici, vous allez voir je dirais même les tonnes d'argent qui ont été imprimées de 2008. Je dis bien de 2008 à 2019. Je dis bien 2008-2019, regardez ce qui a été imprimé. Et vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'inflation? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est quand l'argent sort des banques? Parce qu'avant, cet argent-là restait uniquement dans les banques, en fait. Surtout pour les actifs, les actifs pourris de 2008 ici. Donc, surtout pour épurer cette partie-là. Mais quand on a donné l'argent au public, donc à la masse, cet argent-là s'est retrouvé dans l'économie réelle. Donc, voilà, c'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule raison à la fin de la journée. Donc, on continue ici. Donc, en période actuelle, au niveau du secteur de la construction, ça va être compliqué. Ici, aux États-Unis, il y a déjà un ralentissement à ce niveau-là. Même si la demande est là, mais l'augmentation des taux d'intérêt aura tendance à refroidir cette demande-là. OK? So, on continue ici. Dans ces circonstances, la capacité, est-ce que c'était cette partie-là, construction du deuxième avec mise en route? Ok. Dans ces circonstances, la capacité de la construction et les livraisons dans cette zone ont été temporairement réduites et ont engendré une hausse ponctuelle des coûts d'exploitation qui a favorablement affecté la rentabilité du groupe dans cette région au troisième trimestre 2022, indique la direction.
Autre facteur négatif, les opérations de dégoulottage de l'usine de Kalburgi en Inde qui ont permis de porter la capacité de ce four à plus de 10 000 tonnes de ciment par jour ont temporairement pesé sur, on remet ça ici, pesé sur la capacité du groupe de cette usine au cours du troisième trimestre. OK? Donc, on a eu une usine en ralentissement en Inde. OK? Au-delà de ces deux éléments qui peuvent être qualifiés de ponctuels, la hausse, donc eux-mêmes ils vous disent que ce sont des éléments ponctuels. Le fait que l'usine ne fonctionne pas à 100% et le fait que l'autre usine ait été en maintenance pour augmenter la capacité de production ici, ce sont des éléments temporaires ici. De toute façon, ce sont des éléments, des investissements qui pourraient nous rapporter plus tard. Quand on parle, surtout quand on parle d'Inde, ici on voit la population, on voit un pays qui est en construction ici, donc la demande sera à un certain niveau. Dans les années à venir, il faut encore aller regarder à quel niveau. Donc, et Vicat n'est pas le seul cimentier à être en Inde. Tout le monde est là-bas en Inde. Donc, même Holcim, Lafarge et tout le reste. Et vous allez voir que tout ce secteur souffre. Tous les cimentiers sont en train de souffrir présentement. Ça peut peut-être représenter une opportunité, mais attention, ça ne vient pas gratuitement. OK? Ça va venir avec certains éléments. Il va falloir avoir la capacité de souffrir pendant un certain temps. Donc, il faut privilégier les entreprises qui ont un niveau de dette assez gérable dans ce secteur d'activité-là. Donc, la hausse des prix de l'électricité reste très certainement le phénomène le plus compliqué à gérer pour Vicat, malgré les augmentations des prix décidées à compter du mois de novembre en France, 20 euros, et janvier en Suisse. Donc en Suisse, ici, on a 30 francs. Ce qui va peser sur les marges, l'excédent brut d'exploitation du groupe en 2022 est désormais attendu en baisse par rapport à 2021 et devrait se situer à un niveau au moins égal à celui généré en 2020. L'excédent brut d'exploitation sera un peu à ce qu'on a connu en 2020. Donc maintenant, il faut voir, est-ce que 2020, on a connu une bonne année? C'est un point d'interrogation pour aller voir ça dans les chiffres ici. Donc, afin de tenir compte de ce nouvel environnement et conformément à ses objectifs de désendettement, le groupe apportera une attention particulière à la réduction de ses investissements industriels dès 2023, tendance qui s'accélérera en 2024. J'espère que je l'ai bien prononcé. Indique encore Vicat dans son communiqué. Donc ici, on va avoir tendance à ralentir nos investissements ici, ce qui aura un impact positif en termes de cash flow, mais en termes de croissance, il pourrait avoir un impact négatif. De toutes les façons, c'est la bonne chose à faire ici en période difficile. Il faut ralentir les investissements. On ralentit les investissements, on va faire des économies en termes de coûts, d'accord, mais faites attention, on pourrait également revisiter le dividende. OK? Donc, pour Odo BHF, l'épreuve, ça vole toujours en escadrille. Je ne comprends pas cette partie-ci. Donc, j'ai essayé de regarder le terme escadrille. On parle ici, ça vole toujours en groupe. Donc, on pourra voir à peu près qu'est-ce qu'ils ont essayé de dire ici derrière. Donc, entre des combustibles trop chers en Europe et les surcoûts observés aux États-Unis, le cabinet d'analyse déjà à neutre sur le titre maintient son scénario d'une année 2023 en repli et sous le signe de la récession. Donc, c'est-à-dire que Odo BHF était déjà neutre sur le titre et que maintenant, il maintient juste cette notation-là, okay, pour la période actuelle, au moins jusqu'en 2023. Surtout, ce profit warning constitue un oiseau de bien mauvais augure pour le secteur cimentier et notamment pour les acteurs les plus exposés à l'Europe, notamment Heidelberg Materials, mais aussi Holcim. L'objectif de cours est abaissé de 30 à 25 euros. Ah ben, nous, on était déjà à 20 euros. Hein. On était déjà à 20 euros depuis. So, techniquement, oui, pas là, à 30 euros. C'est une entreprise qui va souffrir. Comme je l'ai dit tantôt, je l'ai mentionné tantôt, c'est une entreprise qui va souffrir. Donc, si Vicat vous intéresse uniquement pour le dividende, faites attention. Je ne dis pas que le dividende sera coupé. Elle a les moyens, en termes de cash ici, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Mais ici, il faut faire attention, il faut regarder plus loin que ça. On ne va pas payer un dividende si la survie de l'entreprise est menacée. Et je n'ai pas dit que la survie de l'entreprise est menacée ici. Vous voyez ici qu'elle a la capacité de rapporter à peu près des free cash flow de 183 millions ici. Et elle a un niveau d'endettement à 10 fois les free cash flow ici. Donc, il va lui falloir 10 ans pour rembourser la dette uniquement avec les free cash flow. Donc, en date d'aujourd'hui, à quoi s'attend reçu Vicat? Moi, je dirais une chose. Hein. C'est une entreprise qui commence à être intéressante au prix actuel. OK? Pourquoi? Parce que là, on commence à s'échanger à la valeur de nos actifs nets par action. D'accord? Le tangible book value, pour moi, surtout pour les entreprises très cycliques, d'accord, qui sont bien gérées, j'aime bien le tangible book value.
Au moins, ça me permet de voir à peu près sur quelle entreprise je pourrais investir au prix actuel. Vous avez vu ici que le tangible book value ne change pas. Donc, en fait, tangible book value, ça veut dire quoi? Si on prend l'entreprise, on vend tous les actifs, d'accord, à leur valeur comptable, on rembourse la dette, vous aurez chacun au total 1 milliard 200. OK, ça représente combien encore en termes de chiffres ici? 1 milliard 200, book value per share par rapport au prix de l'action actuelle. Ça représente ici 27 euros l'action. Vous aurez chacun 27 euros l'action. Au cours actuel, l'entreprise pèse 23 euros l'action. Elle coûte à 23 euros l'action. Et là, je parle des actifs. Je ne parle même pas de la partie opérationnelle de l'entreprise. OK? Je parle uniquement des actifs, donc des usines, de l'inventaire, etc. Donc, ça va vous rapporter à peu près 1 milliard 200, donc soit 27 euros l'action. Mais n'oubliez pas qu'il a également tendance à fluctuer. D'accord. Donc, on peut se dire ici que sur les dernières années, il fluctue plus sur un niveau de 21 euros l'action. D'accord. Sur les 20 dernières années, on est à 22 euros l'action. Les 10 dernières années, on est à 22 euros l'action. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, je sais que, OK, ma protection, mon downside protection maintenant, c'est la valeur de mes actifs. D'accord? Tout en sachant que la valeur de ces actifs-là pourrait diminuer dans le sens où si l'entreprise augmente le niveau d'endettement, ça aura tendance à baisser le tangible book value. OK? Donc faites attention, ce n'est pas une garantie, mais ça reste une information par rapport au prix d'achat actuel. OK? En termes de dividendes ici, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'entreprise en date d'aujourd'hui ne gagne pas d'argent en termes de free cash flow. Oui, ils vont réduire leurs investissements parce qu'ils avaient ils avaient de gros investissements ici. Je l'ai également montré la dernière fois avec le capital expenditure qui était élevé, mais qui va tendre à diminuer présentement. Ils vous l'ont également présenté dans l'annonce tantôt, dans le conference call. Si vous pouvez l'écouter, tant mieux. D'accord? N'écoutez pas juste le résumé des analystes ici. Donc, les analystes ont toujours une vision à court terme et battez-vous contre cette vision à court terme-là. Ici, à court terme, l'entreprise va souffrir. Mais maintenant, à long terme, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est dans une activité qui a de l'avenir? D'accord? Et aussi bien en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique. Il faudrait regarder où est-ce qu'elle est implantée présentement. OK? So, cette compagnie-ci également se retrouve dans une situation où le coût de l'énergie augmente de plus en plus. Est-ce qu'on ne va pas fermer des usines complètement ici afin de pouvoir faire des économies en termes de coûts? Est-ce que le gouvernement va nous accorder ici des avantages? Parce que si on ferme des usines, on met les gens au chômage également. Et une usine ici ne se redémarre pas aussi facilement. Faites attention. Ce n'est pas comme si pour une usine, pour une ciment, même une entreprise industrielle en général, les usines, ça ne se redémarre pas, ça ne s'arrête pas aussi facilement. Donc, si on arrête une usine pour la redémarrer à pleine puissance, ça peut mettre du temps. Franchement, c'est pas comme la télé qu'on allume, on éteint. Non, ça peut vraiment mettre du temps. So, moi, je dirais ici que ça reste une entreprise qu'on continue à observer. Je suis assez optimiste sur cette compagnie-ci, mais pas pour le dividende en fait. Ceux qui aiment le dividende, ça pourrait être intéressant de l'acheter ici en date d'aujourd'hui en prenant en considération le dividende. Mais sachez également que si elle veut faire des économies de coûts, elle va couper ce dividende-là. Si vous êtes un investisseur à long terme et que vous croyez en la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie libres, croissants et stables dans le futur, vous allez vous dire que je suis prêt à souffrir avec la compagnie. En tout cas, elle verse un dividende stable au moins depuis 2007. Et sachez qu'entre 2007 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. En 2008, l'entreprise a souffert également. Donc, dites-vous ici que nous ne sommes pas dans la même situation que 2008. L'entreprise n'a peut-être pas le même niveau d'endettement qu'en 2008, parce qu'en 2008, elle avait 300 millions. Aujourd'hui, c'est 1,7 milliard. Donc, elle est en termes de difficultés, en termes pas de difficultés financières, mais elle a, la charge au niveau de la dette est plus élevée. D'accord? Aujourd'hui, c'est 3,2 fois les EBITDA, alors qu'en 2008, ici, 2007-2008, on était à presque une fois les EBITDA ici. Donc, c'est encore plus compliqué. Donc, ici, observez l'entreprise par rapport à la valeur de ses actifs nets par action. Si on vous vend cette entreprise-ci à la moitié de ses actifs nets par action, disons aux alentours de 10 dollars par là, 10 euros par là, ça pourrait être très, très intéressant. Mais ici, aujourd'hui, si vous choisissez d'être investi sur cette compagnie-ci, après avoir lu les rapports financiers, bien sûr, je vous dirais, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille. D'accord? Parce que les mois à venir pourraient être encore plus compliqués que ça et vous pourrez peut-être avoir un meilleur prix d'achat. Donc, faites attention avec cette partie-là. Même ça reste une entreprise très cyclique. Donc, on n'y va pas avec 10% ou 5% de notre portefeuille. On y va avec quelque chose moins que ça. OK? Mais ça reste une belle entreprise qui ne va pas disparaître. D'accord? Je pense ici qu'ils ont clairement les moyens de pouvoir survivre. OK? So,
C'est ce que je pourrais dire ici pour Vicat. On n'a pas fait de revalorisation. Je pense que la valorisation ici, la dernière fois, est toujours d'actualité. Je ne vais rien changer. Je vais toujours me situer aux alentours des 20 fois les bénéfices ici. Surtout qu'on n'a pas de nouvelles informations par rapport au niveau d'endettement de la compagnie ici. Donc, on va attendre les résultats du mois de novembre ici avant de faire une analyse, avant de faire un ajustement au niveau de la valorisation ici. Mais tout en gardant un avis, une vision à long terme. OK? C'est maintenant qu'on fait les soldes. C'est maintenant que voilà, les investisseurs seront testés. C'est maintenant que vous allez savoir si vous êtes de bons investisseurs ou pas. Parce que le tempérament également joue beaucoup. Tout cela, le rouge ne doit pas vous étonner toute la journée. L'entreprise va faire moins 10% aujourd'hui, ok, il n'y a pas de souci. Et vous avez également d'autres entreprises qui vont bien se comporter, mais dans l'ensemble, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai de belles entreprises en portefeuille? Est-ce que j'ai des entreprises qui pourraient souffrir durant cette période-ci, qui ont la capacité de le faire, donc qui ne sont pas très endettées et qui pourraient s'en sortir dans le sens où la capacité de croissance, l'industrie dans laquelle elle opère est une industrie de croissance. Donc si j'ai du Eutelsat présentement, je dois un peu stresser. D'accord. Mais si j'ai une compagnie comme LVMH, ça va. Même si LVMH a de résultats extraordinaires présentement, j'espère que les marchés vont continuer à déprécier cette action-là afin qu'on puisse nous donner une opportunité, enfin, un meilleur prix en termes d'opportunité d'investissement, même si le prix actuel est déjà assez correct. Dans tous les cas de figure, c'est tout ce que j'avais à dire ici par rapport à Vicat. On reste observateur par rapport à cette compagnie-ci. L'opportunité d'investissement extraordinaire n'est pas encore là. Donc, idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours des 10 euros l'action, mais ça, c'est parce que je suis très gourmand de nature. Et également, je sais que le prix actuel n'est pas mauvais sur une vision à long terme. Mais ça pourrait venir avec beaucoup de turbulences à court terme. Ok, faites attention ici. Mais ça reste une très belle entreprise qui prend les bonnes mesures, en tout cas, en termes, tout ce que j'ai entendu présentement ici, en termes de réduction des coûts, réduction des investissements, oui, ça nous permet d'économiser de l'argent ici présentement. Donc, on doit être prêt à souffrir en ce moment. Et si on coupe le dividende, ça ne va pas me déranger également si je suis actionnaire de cette compagnie, ça ne devrait pas me déranger. Je devrais plutôt racheter la compagnie parce que je devrais plutôt racheter les actions parce que ça va me permettre de pouvoir avoir un plus gros rendement dans le futur. Donc, maintenant, ça dépend maintenant dans quel niveau vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt en phase de rente ou bien en phase d'accumulation? Phase de rente, en fait, c'est ceux qui sont déjà à la retraite et qui comptent uniquement sur le dividende comme complément de retraite ici. Phase d'accumulation, c'est ceux qui sont encore en train de travailler présentement. Donc, généralement, on va regarder les personnes qui sont entre, voilà, on va dire simple, hein, entre la vingtaine, entre 20 et 45 ans, vous êtes en phase d'accumulation. Et à partir de 45 ans par là, bon, enfin, ça c'est selon moi, à partir de 45 ans par là, vous commencez à être en période de rente. Je ne dis pas que vous êtes en période de rente, vous commencez. Il y a des gens qui prennent la retraite à 45 ans, d'autres à 50 ans, d'autres prennent même à 45 ans, mais choisissent de continuer à investir et commencer à toucher leurs dividendes à partir de 50, 65 ans par là. Dans tous les cas de figure, chacun a son... Voilà, chacun sait comment il gère sa retraite ici. Il n'y a pas de ses objectifs en termes de retraite ici. Il n'y a pas de date minimum ou bien date limite, etc. C'est à chacun de voir. Moi, je peux vouloir prendre ma retraite à 35 ans et commencer avec un rentier à 35 ans. C'est à moi de choisir, ok? Donc, c'est pas dans ce sens-là. Donc, c'est juste pour dire que en tant que business en lui-même, il faut regarder l'entreprise au-delà du dividende, ok? Comme ça nous permet de ne pas être surpris. C'est pas parce qu'une entreprise a coupé son dividende que c'est forcément une mauvaise entreprise qui est mal gérée. D'accord? Il y a des choses qui peuvent arriver dans le futur ici. Personne ne sait à quoi va ressembler le futur. Je dis bien personne. D'accord? Donc on essaie de faire des estimations ici, mais tout en sachant qu'on se garde une marge de manœuvre en cas d'erreur. OK? C'est pour ça que la marge de sécurité est importante. Donc au prix actuel, c'est intéressant, mais on aimerait avoir un meilleur prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.